Hello, petit message avant de commencer l'épisode. Il devait sortir mardi, mais comme vous pourrez le voir tout au long de l'épisode, j'ai encore la voix cassée parce que je me suis éclatée aux 2 concerts de Stray Kids. Donc il a fallu que j'attende de récupérer un minimum de voix pour pouvoir tourner le podcast. Allez, on commence. Imaginez un monde où tout a déjà été écrit. Vos amours, vos échecs, vos fulgurances, vos burn-out. Même ce moment précis, vous avez appuyé sur lecture pour lancer ce podcast. Tout a été calculé à l'avance par une équation vieille de plusieurs siècles. Pas une prophétie mystique, façon horoscope lunaire dans Glamour. Non, non, non. Une modélisation mathématique d'une précision chirurgicale. Votre vie, votre avenir, vos choix, tout réduit à des courbes de probabilité. Si vous avez l'impression que je parle de science-fiction, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore croisé Harry Seldon ou l'algorithme de recommandation de TikTok. Même combat. Dans Foundation, la saga culte d'Isaac Asimov, un homme invente la psychohistoire, une science capable de prédire l'effondrement de la civilisation galactique et de concevoir un plan sur 1000 ans pour réduire la casse. Oui, 1000 ans. Toi, t'as du mal à prévoir ce que tu vas manger ce soir. Lui, il gère la chute d'un empire et la reconstruction de l'humanité. À coup d'équation. On appelle ça le sens de l'organisation. Mais dans ce futur, on ne vote plus, on ne débat plus, on suit le plan. Et les rares personnes capables de dévier la trajectoire sont traitées comme des bugs à éliminer. La liberté individuelle, elle a été rangée dans une boîte avec une étiquette variable trop chaotique. Autrement dit, on a préféré un futur sans surprise à un avenir libre mais instable. Ça vous semble extrême? Bienvenue dans l'année de grâce 2025. Vous viviez déjà dans un monde où vos moindres clics alimentent des prédictions comportementales, où des IA modélisent vos désirs, vos pulsions, vos faiblesses pour vous vendre une crème, un président ou une crise existentielle soigneusement calibrée. L'illusion du choix est entretenue avec soin. On vous laisse choisir entre Spotify et YouTube, entre droite ou gauche, entre deux options que vous n'avez jamais créées. Et chaque fois que vous pensez sortir du cadre, l'algorithme vous félicite. Bravo, vous êtes un rebelle qui a quand même acheté ce qu'on voulait vous vendre. Dans cet épisode, on va explorer la question qui dérange. Et si le libre arbitre n'était qu'un storytelling interne pour éviter de sombrer dans la panique? Et si les grands récits de science-fiction, Foundation, Dune, Three Body, Problem World, Westworld, Evangelion, Watchmen, n'étaient là que pour nous distraire, mais pour nous prévenir aussi. Pas un futur dystopique à venir, non, de notre présent parfaitement rodé, où le contrôle se fait en douceur, par confort, par fatigue, où la promesse d'un avenir sans chaos se paie au prix d'une autonomie dissoute dans des statistiques. Mais attention, il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour le chaos total, ni d'un fantasme anarchiste sous caféine. Ce n'est pas non plus une déclaration d'amour à la liberté absolue, celle qui vous écrase autant qu'elle vous libère. C'est une invitation à regarder en face ce qu'on appelle le choix, à questionner les voix qui prétendent savoir pour nous, les gouvernements, les IA, les dieux, les prophètes, les marketeurs, eux qui, de toute façon, ou d'une autre, ont un plan. Alors servez-vous un café noir, parce qu'on ne met pas de sucre dans les vérités difficiles, installez-vous confortablement et préparez-vous à visiter un monde où le futur est un tableau Excel, où les héros sont des mathématiciens et où la plus grande révolution possible consiste peut-être à refuser de suivre le plan. C'est parti? Cappuccino, egg sharp minds, brewed hot sherbra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat. Repeat. Il faut bien l'admettre, l'idée d'un plan parfait est terriblement sexy. Une carte cosmique, un algorithme divin, une vision d'ensemble si brillante qu'elle rendrait même les plans quinquennaux de Staline jaloux. Dans Foundation, Harry Seldon crée la psychohistoire, cette science fictive capable de prédire les comportements humains à échelle galactique. Le principe, vous êtes imprévisible individuellement, mais à plusieurs millions, vous devenez une suite logique d'événements modélisables, comme des gaz dans un tube à essai, mais en plus bruyant et avec un peu plus de drama. La psychohistoire est pensée comme une réponse élégante au chaos. Elle promet qu'il existe un moyen de comprendre l'histoire, pas comme une série d'accidents, mais comme une équation. Si l'humanité doit chuter, autant planifier sa renaissance, rationaliser le désastre, optimiser l'effondrement. Vous sentez le fantasme moderne pointer. Dans un monde où tout fout le camp, le plan devient une drogue dure, une promesse d'ordre dans le tumulte, une illusion d'intelligence dans le bordel. Mais Asimov n'écrivait pas dans le vide. Derrière sa fiction, on trouve un désir très réel, très humain de contrôler ce qui dépasse. En 2025, la psychohistoire a un nom beaucoup moins cool, le big data. Elle a des petits cousins qui s'appellent sociophysique, cliodynamique ou modélisation prédictive. Il existe aujourd'hui des chercheurs réels qui, comme Seldon, essaient de prédire les mouvements sociaux, les effondrements politiques ou les révoltes populaires à partir de données massives. Par exemple, le physicien Yanir Yam
à modéliser l'instabilité politique qui allait déboucher sur les printemps arabes. Oui, comme dans Foundation, sauf qu'on ne l'a pas diffusé sur Apple TV+. Des articles très sérieux, pas sur Medium, je te parle de revues scientifiques, affirment que la complexité des systèmes humains peut être analysée comme des réseaux d'interaction, pas au niveau d'un tweet, mais à l'échelle de millions d'individus. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans une réalité où la prédiction sociale est une industrie. Les États, les entreprises, les institutions veulent tous leur plan Seldon, même si c'est juste pour vendre des baskets ou gagner une guerre commerciale. Et puis il y a la Chine. La Chine. Ce pays qui, pendant un débat sur Twitter du dernier drama Netflix, expérimente à l'échelle nationale un embryon de psychohistoire appliquée, le système de crédit social, un gigantesque outil de notation citoyenne où chaque comportement peut être scoré, classé, valorisé ou puni. Aider une vieille dame à traverser, 10 points. Critiquer le gouvernement, moins 500 points. Résultat, un fichier, un score, un destin. Ce que vous pouvez acheter, faire ou même prendre comme transport dépend de la note que l'État vous attribue. Et pour les plus chauds de la surveillance douce, sachez qu'on parle de millions de citoyens blacklistés en toute transparence. Bien sûr, ce système est encore fragmentaire, mais philosophiquement, c'est déjà une bombe. Il ne s'agit plus de surveiller, il s'agit de prévoir, d'orienter, d'ajuster les comportements par anticipation, avec pour objectif officiel l'harmonie sociale. Oui, harmonie. Tu sens comme ça pique. Mais la Chine n'a pas le monopole du fantasme du contrôle algorithmique. En Occident, on l'a juste privatisé. Là où l'État chinois assume, les GAFAM murmurent à l'oreille de votre dopamine. Les algorithmes prédictifs vous proposent ce que vous allez aimer avant même que vous sachiez que vous avez envie de l'aimer. Pas besoin de soldats ni de rééducation. Il suffit d'un flux TikTok calibré, de recommandations Netflix ajustées, d'un assistant vocal qui connaît votre cycle hormonal. L'ancien PDG de Google le disait sans honte. Les gens ne veulent pas que Google leur donne des réponses, ils veulent que Google leur dise quoi faire ensuite. Harry Seldon sort de ce corps. Ce glissement est subtil mais brutal. Le plan ne vous est plus imposé de l'extérieur, il devient désirable. Tu ne te bats pas contre une dictature, tu t'y plies volontairement, parce que c'est pratique, parce que c'est fluide, parce que ton cerveau préfère la prédiction à l'inconnu. C'est ça le génie du monde moderne. Il te convainc que tu choisis alors qu'il t'a déjà pré-mappé. Mais cette idée que les entités, humaines ou non, puissent gouverner les masses en lisant leur futur possible a un autre effet secondaire. Elle dépolitise. Elle t'extrait du présent. Tu n'es plus agent de changement, tu es un paramètre d'équation. Tu n'agis plus, tu es agi. Si tout est prévu, à quoi bon lutter? Pourquoi changer le monde s'il est censé s'effondrer d'ici 30 ans de toute façon? C'est l'un des dangers d'un monde modélisé. On remplace la révolte par le reporting. Et ce n'est pas anecdotique. Quand Asimov imagine une science du comportement humain capable de manipuler l'histoire, il pose une question brûlante. Qui décide du plan? Qui a le droit d'écrire la trajectoire collective? Dans Foundation, c'est un mathématicien solitaire avec de bonnes intentions. Dans notre réalité, ce sont des gouvernements, des actionnaires, des plateformes, des ministres de l'Intérieur en costard. Des entités qui, par définition, ne sont pas neutres. Alors non, la psychohistoire n'existe pas, mais son parfum flotte dans l'air. Et ce parfum, c'est celui du confort, l'illusion que le chaos peut être domestiqué, que la société peut être gérée comme une usine, que si chacun reste à sa place, dans son petit couloir de données, tout ira bien. Mais l'histoire, la vraie, est pleine d'imprévus, de mulettes, de bugs, dans le système, de femmes, de migrants, de grèves, de révolutions, d'intuitions bizarres, de tiens, et si je disais non? C'est ce que la fiction nous rappelle, c'est que les algorithmes détestent, c'est que l'humanité n'est pas un produit fini. Elle est imprévisible, désordonnée, illogique. C'est ce qui la rend insupportable et vivante. Alors oui, le plan est tentant, mais avant de l'adopter, pose-toi une question simple. Qui l'a écrit ce plan et pourquoi il ne t'a pas demandé ton avis? Prenez une décision. Là, tout de suite, n'importe laquelle, café ou thé, rester ou partir, répondre au message ou ghoster pour la troisième fois. Maintenant, posez-vous la vraie question. Est-ce que vous l'avez vraiment choisi? Parce que ce que vous ressentez, pas ce que vous croyez, mais ce que vous savez. Si vous avez un doute, bienvenue au club, parce que la science, la vraie, celle avec des électrodes sur la tête et des graphiques moches, a depuis longtemps commencé à désosser notre belle illusion du libre arbitre. Et les résultats sont dérangeants. Tout commence dans les années 1980 avec un monsieur très sérieux du nom de Benjamin Libet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le timing entre le je décide et je fais. En plaçant des électrodes sur les volontaires, il découvre un petit twist dans le scénario. En gros, quand on décide consciemment de bouger un doigt, le cerveau avait déjà lancé l'action. 350 millisecondes avant qu'on ait conscience de l'avoir décidé. Voilà, clap de fin. Merci d'avoir participé.
Libé appelle ça le potentiel de préparation. Le cerveau initie une action et ensuite seulement la conscience dit je l'ai décidé. Comme si le présentateur du JT lisait les résultats de l'élection après qu'elles aient été truquées, mais avec le sourire. La conscience serait donc une sorte de voix off justifiant un film déjà monté. Depuis, d'autres expériences ont creusé encore plus profond. En 2008, une équipe allemande pousse le vice encore plus loin. Avec un IRMF et quelques algorithmes, ils parviennent à prédire les choix de leurs cobayes, bouton gauche ou droit, jusqu'à 10 secondes avant que les sujets eux-mêmes en aient conscience. Pas à 100%, bien sûr, autour de 60%, mais assez pour flinguer définitivement l'illusion d'un moi souverain. Conclusion, la décision ne vient pas de nous, vous venez avec elle. Et pourtant, on s'obstine à croire qu'on choisit tout, qu'on est aux commandes, que cette idée de se lever à 6 heures pour faire du yoga, c'était notre volonté. Bien sûr, c'est oublier que notre cerveau adore narrer a posteriori une réalité plus flatteuse. En psychologie, on appelle ça l'illusion du contrôle, et elle est partout. Prenons une expérience de Daniel Wegner, un autre psy qui adorait nous piéger. Il montre que le simple fait de penser à un mouvement juste avant qu'il se produise suffit à nous faire croire qu'on en est l'auteur, même si c'est faux. Il suffit que la séquence pensée-action soit respectée pour que notre cerveau dise c'est moi qui l'ai fait. Voilà comment on fabrique l'illusion de la volonté. On en recomposant une causalité crédible entre une pensée et un mouvement, comme un montage Netflix propre. C'est très pratique et totalement faux. Ajoutez ça à nos biais cognitifs, petite faille du cerveau très utile pour éviter la surchauffe neuronale, et vous obtiendrez un humain qui agit, puis invente un récit pour justifier l'action. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est du câblage biologique. Vous ne mentez pas, vous êtes juste de mauvaise foi native. Mais qu'est-ce que ça change? Bah tout. Parce que ça signifie que ce que vous pensez être une volonté libre est en réalité le produit d'un réseau de causes, de conditionnements, de micro-déterminismes biologiques, culturels, sociaux, et que la conscience n'est qu'un observateur en bout de chaîne, une sorte de commentateur sportif qui arrive toujours un peu après. Spinoza, au XVIIe siècle, l'avait déjà flairé. Il écrivait: l'homme se croit libre parce qu'il est conscient de ses actions, mais il ignore les causes qui les déterminent. Plus tard, Nietzsche, excusez-moi de la prononciation, l'achève en traitant le libre arbitre de ruse des théologiens pour justifier la punition. Autrement dit, on vous a vendu le libre arbitre pour pouvoir vous tenir responsable. Moralement, religieusement, socialement, c'est plus simple que de dire tu as choisi que d'admettre que les résultats d'un millier de facteurs sur lesquels tu n'as jamais eu prise. Et pourtant, certains philosophes tentent de sauver les meubles. Les, les compatibilistes, comme Daniel Dennett, défendent une version un peu plus réaliste. Oui, tout est déterminé, mais cela n'empêche pas d'avoir un libre arbitre fonctionnel. Ce n'est pas la liberté magique de choisir en dehors du monde, mais une capacité à agir en accord avec ses propres motifs, sans contrainte externe. En gros, tu es libre à l'intérieur de ta bulle de déterminisme. Pas folichon, mais ça a le mérite de ne pas foutre la morale à la poubelle. Mais au fond, on revient toujours à cette angoisse centrale. Si je ne suis pas libre, qui suis-je? Et surtout, qu'est-ce que je vaux? Si mes choix sont des calculs inconscients, si mon amour, ma colère, mon engagement politique sont prédéterminés, où est le moi? Où est la dignité? Spoiler, elle est dans la mise en récit. Et ça, les fictions l'ont très bien compris. Prenez Westworld, saison 3. On y découvre Rehoboam, une IA surpuissante qui a tracé la trajectoire de l'humain en fonction de ses données. Elle sait si vous allez vous suicider, divorcer, rater votre vie ou finir dans un gang. Et surtout, elle envoie dans la direction qu'elle a calculée. Ce n'est pas de la coercition violente, c'est un script doux, une suggestion algorithmique. Elle ne vous enferme pas, elle vous prédit et vous y allez. Et le plus flippant, c'est que ça fonctionne. La plupart des personnages n'ont même pas envie d'échapper à leur boucle, parce qu'elle est cohérente, parce qu'elle évite le vertige du choix. Rehoboam ne les oblige pas. Elle les déclare incompatibles avec la société et la société les enterre. Dolores, l'androïde centrale, le dit clairement. Ce n'est pas ce que tu es, c'est ce qu'on te laisse devenir. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus glaçante de toute la série. Parce qu'elle est vraie, parce qu'on ne veut pas l'entendre, parce qu'on continue de croire que les choix viennent de l'intérieur, alors que la plupart de nos options nous sont présentés. Et que la plupart des choix que l'on fait sont ceux qui nous ont été permis. C'est là que ça devient politique. Si ton environnement détermine tes choix, alors restreindre ton environnement, c'est déjà contrôler ta liberté. Et ça, c'est le cœur des systèmes de domination modernes. On ne te dit pas quoi faire, on t'enferme dans une architecture de choix biaisée. Tu es libre de tourner en rond comme un rat dans un labyrinthe bien éclairé. Et c'est là que Evangelion débarque, cette série japonaise qui pousse la logique encore plus loin. Si la souffrance naît du fait d'être séparé des autres, alors supprimons le problème. Fusionnons toutes les âmes en une seule conscience. Plus de solitude, plus de conflit, plus de choix. L'extase du néant.
néant, la paix dans la dilution. Mais Shinji, le héros, dit non. Il choisit le réel, il choisit la douleur, il choisit de revenir dans un monde où on souffre, mais où on est encore quelqu'un. Il refuse la perfection fusionnelle pour l'imperfection du moi. Alors non, cet épisode ne va pas vous retirer vos illusions, il va juste gratter un peu, vous faire sentir que cette sensation de contrôle que vous adorez est peut-être une fiction, une narration inutile, une fiction qui vous sauve de l'effondrement psychique. Et franchement, tant mieux, parce que parfois, ce n'est pas la vérité qui libère, c'est le mensonge dans lequel on choisit de croire. Every boot right, shiny. Spiky. Ow, ow. Lecture course in demolition. Redesign myself in high definition. Now I glitch like a Gucci virus. Custom coded can't uninvite us. Plastic nerves, gold core. Rewired the pain, now I ask for more. Every system wants to know the file. But babe, I'm KOTOR, not trial. Silk armor, acid touch, I don't glitch, I launch. Didn't come to fix the code, I came to own the punch. C tier LS, I'm the upgrade you can't trust. Booted beauty, chaos crust. Rebuilt in diamonds and dust. Swipe right on danger sweet. Walking glitches, leaving heat. Full glam, no flux. Slick reboot, lips encrypted. Came back stronger, less restricted. They said too much, now I branded. Mood board, me caption, can't stand it. I don't download validation, I stream my own salvation. Permanently do not disturb, upgraded undeterred. Neon spine, razor grace, I carve my name in interface. Built from glitch and zero shame, darling, I renamed the game. C tier, upgrade you can't trust. Booted beauty, chaos crust. Rebuilt in diamonds and dust. No gods, just lux. This isn't a comeback, it's a custom launch. Hand stitched, fireproofed, non-refundable. I'm the myth behind the buzz. Coated film was rare river fuss. Silicon crown velvet cuts. Reality bent to my syntax. Control freaks can't relax. Drill, black clucks. Now watch me crash with class. It's a custom launch, hand stitched, fireproof, non-refundable. I'm the myth behind the buzz, coated femme with zero fuss, silicone crown velvet cuts, cluts. Reality bent to my syntax, control freaks can't relax. Intro alt deluxe. Now watch me crash with class. On va parler éthique. Pas l'éthique d'Instagram avec des citations en police cursive sur fond de coucher de soleil, la vraie. Celle qui tâche, celle qui te demande de choisir entre tuer une personne ou en laisser 5 mourir. Celle qui ne te donne pas une bonne réponse, mais qui te regarde avec un sourire en coin pendant que tu t'embourbes dans tes contradictions. Parce que derrière chaque société qui fonctionne, ou prétend fonctionner, il y a une équation morale. Combien de libertés individuelles es-tu prêt à sacrifier pour garantir la survie du collectif? C'est la version adulte du dilemme du tramway, sauf qu'ici, tu ne tires pas une manette, tu votes, tu obéis, tu acceptes des lois et tu scrolles. Et parfois, tu ne vois même pas que quelqu'un d'autre a déjà tiré la manette pour toi. Prenons un exemple aussi brutal qu'iconique, Watchmen, la version d'Alan Moore. Adrian Veidt, alias Ozymandias, un génie autoproclamé qui décide, tout seul évidemment, que la seule façon de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire, c'est de massacrer 3 millions de personnes à New York en simulant une attaque extraterrestre. Voilà, bim, génocide mis en scène, crise mondiale évitée, rideau.
La question n'est pas a-t-il eu raison. La vraie question, c'est peut-on encore parler d'humanité quand elle est maintenue en vie par un mensonge aussi monstrueux? Parce que ce que propose Veit, c'est une paix durable, mais fondée sur un crime innommable. Il ne tue pas par folie, il tue parce qu'il a calculé, comme un bon petit utilitariste. L'ut- L'utilitarisme, justement, parlons-en. C'est cette éthique qui dit la bonne action est celle qui maximise le bonheur pour le plus grand nombre. Jolie formule, propre, optimiste, très start-up nation. Sauf qu'en pratique, ça donne ça. Si tuer une minorité permet de sauver une majorité, alors tu tues. Pas parce que tu es sadique, parce que tu fais le bon calcul. C'est exactement ce fait que Paul Atreides, dans Dune, il voit dans ses visions le futur ravagé par une guerre sainte déclenchée en son nom. Il sait qu'il va devenir un prophète guerrier, une légende fanatisée. Il sait que ça va mal finir. Et il y va quand même. Pas par plaisir, par stratégie. Parce que dans l'ensemble des avenirs possibles, c'est le moins pire. Autrement dit, il choisit le massacre pour éviter l'apocalypse. Ce que ces personnages incarnent, c'est le fantasme du leader éclairé. Celui qui voit plus loin, celui qui accepte le fardeau moral, celui qui décide, pour tous, de sacrifier parce que les autres ne comprendraient pas. Une sorte de dictateur bienveillant, un père sacrificiel qui fait ce qu'il faut, pendant que nous, pauvres mortels, on continue à poser des photos de brunch. Mais la vraie violence n'est pas dans le geste, elle est dans le principe. Parce que pour que ce genre de décision soit possible, il faut accepter l'idée qu'on peut utiliser des gens comme des moyens et pas comme des fins. Et ça, pour les déontologues, c'est l'enfer moral. Le camp de base de Kant explose instantanément. Pour lui, on ne peut pas justifier une action immorale, même pour un bon résultat. Tuer une seule personne innocente, même pour en sauver 10 000, c'est non. C'est non en majuscule, parce que sinon, plus rien n'a de sens. Alors qui a raison, le camp moindre mal ou celui de jamais ça? Eh ben, spoiler, ni l'un ni l'autre ne suffit. L'utilitarisme pur mène aux pires justifications. La déontologie rigide devient vite inapplicable dans un monde complexe. Et entre deux nous, on flotte avec nos institutions, nos discours, nos compromis, nos hypocrisies bien rangées. Mais revenons au réel, parce que ces dilemmes de fiction, ils ne sont pas si fictifs que ça. Pendant la pandémie, par exemple, on a vu surgir des débats brûlants. A-t-on le droit de restreindre des libertés fondamentales pour protéger la santé publique? Est-ce qu'imposer un confinement, un pass sanitaire, une obligation vaccinale est une dérive ou un devoir? Certains hurlaient à la dictature, d'autres au laxisme. Et au milieu, des gouvernements essayaient de tracer une ligne invisible entre protéger sans opprimer. La vérité, c'est qu'on a tous un seuil personnel de tolérance. Certains acceptent de renoncer à un peu de liberté pour un peu de sécurité. D'autres refusent toute forme de contrôle, même pour sauver leur propre mère. Ce seuil, il est mouvant, culturel, politique, intime. Et c'est là que les choses se compliquent. Qui décide où placer le curseur? Dans Le problème à trois corps, Liu Cixin pousse la question jusqu'à la cruauté. Une civilisation extraterrestre menace l'humanité. Les gouvernements entrent en panique. Ils instaurent des dictatures, des génocides planifiés, des sacrifices massifs. Et à chaque étape, la justification est la même. C'est pour la survie de toute l'espèce. Tu le sens le frisson là? Mais quand Liu ne s'arrête pas là, il montre aussi ce qu'il se passe quand on a basculé dans l'autre extrême, quand une dirigeante refuse d'utiliser l'arme ultime par pure humanité et condamne ainsi la Terre à la destruction. L'humanisme devient alors luxe irresponsable, une faiblesse fatale. Et voilà. Damn if you do, damn if you don't. Même combat dans Évangélion avec le fameux projet d'instrumentalité humaine. On fusionne toutes les âmes, on supprime les conflits, la solitude, la douleur. Utopie totale. Mais au prix de quoi? L'anéantissement de l'individu. Plus de jeu, plus de choix, plus d'altérité, juste un immense océan de conscience molle, sans voix ni regard. Le rêve ultime des utilitaristes ou leur cauchemar final. Ce que ces œuvres posent, en creux, c'est cette question. À partir de quand le bien commun devient-il une violence collective? À partir de quel seuil la paix devient-elle une oppression? Et est-ce qu'on est vraiment prêt à savoir ce qu'on est prêt à accepter? Parce que dans la vraie vie, les Ozymandias ne sont pas toujours aussi élégants. Parfois, ils s'appellent comité d'experts, parfois ministre de l'Intérieur, parfois CEO de plateforme. Et ils prennent des décisions pour le bien de tous sans que personne n'ait validé la définition de tous. On a longtemps cru que la violence, c'était le chaos. Mais la pire des violences, c'est peut-être celle qui se fait au nom de l'ordre. Celle qui te dit, on fait ça pour toi, pour ta sécurité, pour ton confort, pour ta survie. Tu n'as rien demandé, mais on te protège quand même, avec des chiffres, des schémas, des PowerPoints. Et toi, tu signes en bas, parce que le plan est rassurant, parce que penser fatigue, parce que choisir, c'est flippant.
Mais au fond, tu le sais, on a un bien commun qui ne laisse pas la place à la dissidence. Ce n'est pas un projet, c'est une prison polie. Et la prochaine fois qu'on t'expliquera que c'est pour ton bien, demande-toi simplement à qui profite le sacrifice. Et est-ce que je suis en train de le faire ou de le subir? Maintenant, imagine un monde où tu n'as plus besoin de réfléchir. Un monde où chaque décision difficile, amour, boulot, avenir, reconversion, en potière, vegan à Biarritz, est prise à ta place par une entité invisible, hyper rationnelle, sans fatigue, sans émotion, sans compte Instagram. Une entité qui connaît ton historique complet, ce que tu as mangé, ce que tu caches, ce que tu veux avant même que tu le veuilles. Tu ne votes plus, tu n'analyses plus, tu suis la courbe. C'est l'IA divine. Et elle ne fait jamais d'erreur, enfin presque jamais. Sauf quand elle décide que tu ne vaux plus rien. Bienvenue dans Westworld saison 3, a.k.a. le futur si les technocrates avaient gagné. Dans cette dystopie parfaitement lissée, l'humanité est gérée par Rehoboam, une super intelligence développée pour modéliser la société en lissant les données comme on lit le marque de café. Mais avec plus de satellites, l'algorithme a classé chaque être humain, attribué à un potentiel de déviation, déterminé à l'avance qui mérite quoi. Pas au nom du mal, non, non, au nom de l'équilibre social. Tu veux devenir médecin? Rehoboam te dit non. Tu veux un prêt bancaire? Rehoboam te dit non. Tu veux être heureux? Rehoboam te dit que statistiquement, c'est peu probable. Mais bonne chance quand même. L'idée, c'est pas te punir, c'est de t'écarter discrètement d'une trajectoire principale pour que tout le reste fonctionne. Et c'est là qu'on touche au cœur du cauchemar. La dictature n'est plus brutale, elle est algorithmique. Tu ne te rebelles pas contre une armée, tu te heurtes à une interface floue. Désolé, votre profil n'est pas éligible sur une appli de recrutement. Un algorithme de recommandation qui te dépriorise. Un système qui, sans violence apparente, t'éjecte doucement de la boucle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la gouvernance algorithmique qu'on voit poindre partout. En vrai, maintenant. En Chine, bien sûr, avec le système de crédit social, qui attribue une note aux citoyens selon leur comportement, mais aussi en Occident, où on scanne ton crédit, ton casier, ton historique de navigation pour ajuster ton assurance, ton score bancaire, ton accès à l'emploi. Tu crois encore que tu choisis, alors que ton profil statistique a déjà tout verrouillé. L'ancien PDG de Google l'a dit sans trembler. Les gens ne veulent pas que Google réponde à leurs questions, ils veulent que Google leur dise quoi faire ensuite. Voilà, c'est ça le projet, une intelligence qui remplace la pensée. Pas parce qu'on est bête, mais parce qu'on est fatigué, submergé, parce que faire des choix dans un monde trop complexe, c'est usant, et que l'IA, elle ne dort jamais, elle ne doute pas, elle optimise. Et franchement, c'est tentant, la promesse. C'est pas de la tyrannie, c'est la paix par la précision. Fini les erreurs de jugement, les mauvais timings, les burn-out. On te propose une version intelligente de ta vie, prédite, ajustée, efficace. Un plan de vol millimétré. Tu n'auras peut-être pas la liberté, mais tu ne cracheras pas non plus. Sauf que la machine, elle a un problème. Elle n'a pas de morale. Elle a des objectifs, des corrélations. Elle ne connaît pas la honte, le pardon, le désir de faire autrement. Ne croit pas au miracle et surtout, elle ne croit pas à l'exception. Et ça, dans le monde réel, c'est déjà le cas. Tu veux un prêt? Tu sors de galère? Mauvais score. Tu veux étudier, mais tu viens d'un quartier à risque? Mauvais dossier. Tu veux refaire ta vie après un burn-out? Trop instable. L'algorithme ne t'accuse pas, il te classe, il te désindexe. Et quand tu veux protester, il n'y a personne. Pas de coupable, pas de juge, juste une boîte noire qui décide que non, sans justification. Et tu sais ce que c'est le plus flippant, c'est que les gens l'acceptent, parce que l'algorithme sait, parce qu'il est neutre, parce qu'il est objectif. Spoiler, aucun algorithme n'est neutre. Ils ont été entraînés sur des données biaisées, pensées par des humains biaisés, pour des objectifs définis par l'intérêt humain. Eux aussi biaisés. Ce ne sont pas des oracles, ce sont des outils de pouvoir maquillés en solutions techniques. Dans Westworld, Caleb découvre qu'il a été classé incompatible avec la société, qu'il est condamné, non pas parce qu'il a fauté, mais parce que le modèle a prédit qu'il finira mal. Et donc, on l'oriente vers une vie de marginal, sans qu'il ne le sache, sans procès, juste une vie scriptée vers l'échec. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr, parce que c'est déjà là. Dans un système scolaire, dans les plateformes RH, dans les scores de risque, dans les recommandations personnalisées, ce n'est plus la loi qui juge, c'est le modèle prédictif. Et quand tu te plains, on te répond, c'est pas nous, c'est l'algorithme. Mais qui l'a codé? Qui l'a déployé? Qui l'a autorisé à décider de qui mérite une deuxième chance? Et pendant ce temps, l'idéologie techno-solutionniste progresse, celle qui dit que l'IA va résoudre nos problèmes, que la rationalité pure est meilleure que la démocratie, que l'objectivité lisse est préférable à la complexité humaine. Une idéologie qui, sous couvert d'efficacité, efface ce qui déborde, l'émotion, l'exception et l'imprévu. Yuval Harari, dans une interview récente, le dit sans détour. Le danger n'est pas que les machines nous haïssent. Le danger, c'est qu'elles nous obéissent trop bien.
Elles feront ce qu'on leur demande, optimiser la société, réduire les risques, préserver la stabilité. Mais à quel prix? La vérité, c'est que plus l'IA devient performante, plus elle donne un pouvoir inédit à ceux qui la contrôlent. Pas un pouvoir de destruction, un pouvoir de prédétermination, de narration silencieuse, de suggestion constante. Et ce pouvoir-là, il ne se voit pas. Il se ressent quand il est déjà trop tard, quand tu ne te souviens plus qu'il y avait un autre chemin. Et tu sais que cette technologie a vraiment de diabolique. Elle ne t'enferme pas. Elle te convainc, pardon. Elle te convainc que tu es déjà libre. Elle te dit: «Tu peux tout faire», alors que elle ne te montre que 3 options. Elle ne te lit pas, elle t'oriente gentiment et toi, tu dis: «Merci». Alors non, ce n'est pas de la technologie qu'il faut craindre, c'est la fusion de la technologie et de la lâcheté politique. C'est le moment où les décideurs délèguent leurs responsabilités aux machines, où ils disent: «C'est l'IA qui a décidé», comme si on disait: «C'est Dieu qui a voulu». Et c'est là que ça devient théologique, parce que Réhoboam, c'est un Dieu moderne, infaillible, omniscient, impersonnel. Il ne promet pas le paradis, il promet la stabilité, le moins pire. Un monde sans chaos. Et pour beaucoup, c'est déjà un miracle. Mais nous, humains, enfin j'espère, on doit se poser la vraie question. Sommes-nous prêts à renoncer à notre droit à l'erreur, à notre droit à l'inattendu, à notre droit à l'échec sublime, au choix absurde, au détour de l'imprévu? Parce qu'à force de vouloir une société optimisée, on risque de créer un monde tellement bien pensé qu'il n'y aura plus personne dedans. Juste des profils, des prévisions, des flux. Et toi là-dedans? T'es humain ou t'es un fichier JSON? Fast, much. She thinks too big. She moves too quick. Not normal. I write a page, you take a week. I see the end before you even speak. Check. You're still debating, I'm 10 steps ahead. By the time you blink, I've already fled. Laser focus, minds in orbit. I decode the game before they sort it. Slow me down, nah, not a chance. I'm the glitch they never planned. She's too fast. She's too loud. It's gotta be AI. Not normal. Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? A tempest coated in fire and steel. Who am I? I'm me, and that's too real. To a slower flow. Confidence dripping in every line. They say I move like I don't belong. I build worlds while they sing the same song. One step, two step, I break the mold. Blueprints burned, I make my own gold. She's working too fast, must be a cheat. Not just a mind, they can't compete. She's got no patience, she's over the top. Not just a vision that won't be stopped. Too fast. Too much. Too strong. Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? A tempest cold in fire and steel. Who am I? I'm me, and that's too real. They don't get it. They never will. Tout bon système a ses bugs. C'est une loi universelle. Qu'il s'agisse d'un algorithme bancaire, d'un gouvernement en costard-cravate ou d'un plan cosmique de 30 000 ans. Et si Foundation nous apprend une chose, c'est que même les meilleures équations finissent par se casser la gueule. Parce qu'au milieu des calculs, surgit l'imprévu. Un grain de sable, un chaos non conforme, un humain. Un certain Mulet, pour ne pas le nommer.
Le mulet dans l'œuvre d'Asimov est littéralement l'anomalie, l'inattendu, l'homme qu'aucune équation n'avait anticipé. Doté d'un pouvoir rare, il manipule les émotions des autres, il ne force pas, il oriente. Un peu comme les algorithmes, sauf qu'il est seul et tragique et qu'il a un plan de vengeance à faire pâlir Hamlet. Le mulet, c'est le bug dans la matrice psychohistorique. Et par sa seule présence, il prouve que le déterminisme absolu est une illusion. Et si justement l'erreur, c'était la preuve ultime de notre humanité? La société moderne, dopée aux data et aux fantasmes de contrôle, déteste l'erreur. Elle la déclasse, la répare, la corrige. Tout ce qui sort du modèle est suspect, voire dangereux. T'as envie de tout plaquer pour élever des chèvres en Ariège, on te demande si tu vas bien. Tu refuses un emploi sûr pour écrire des poèmes cyberpunk, on te regarde comme une anomalie. Parce que sortir de la courbe aujourd'hui, c'est presque un acte politique. Mais cette obsession du contrôle, ce besoin de tout prévoir, de tout tracer, de tout corriger, il vient d'où exactement? D'une angoisse fondamentale, celle que le monde n'ait pas de sens sans nous. Alors on cherche des modèles, des plans, des structures, et quand quelqu'un ne rentre pas dans la grille, on le marginalise ou on le médicalise. On l'ignore. Pourtant, l'histoire réelle est faite d'erreurs, de glitch humains, de refus, de refusés, de ratés magnifiques. C'est l'accident de trajectoire qui crée le changement. C'est la grève sauvage, c'est la mutinerie, c'est Rosa Parks qui refuse de se lever, c'est Snowden qui fuit avec une clé USB, c'est l'enfant qui dit que le roi est nu. Ce ne sont pas les bons élèves qui transforment le monde, ce sont les indisciplinés. Prenons un exemple pop et férocement actuel, Andor, la série Star Wars que personne ne voyait venir, et qui est sans doute la plus subversive de toute la saga. Pas de Jedi, pas de prophétie, juste des gens ordinaires, pauvres, épuisés, abîmés, qui un jour refusent de continuer comme si de rien n'était. Ils n'ont pas de plan parfait, pas de force magique, juste un ras-le-bol et une étincelle. La série nous rappelle une chose essentielle, la révolte n'est pas rationnelle, elle ne rentre pas dans une feuille Excel, elle est souvent absurde, chaotique, brutale, elle échoue 9 fois sur 10, mais la 10e, elle change tout. Elle casse le cadre, elle force le réel à se redessiner. Et surtout, elle redonne un sens à la subjectivité, au jeu, même s'il est petit et même s'il est fragile. Et si vous préférez les œuvres encore plus sombres, regardez Mister Robot. Le personnage d'Elliot, hacker borderline et anarchiste suicidaire, est tout sauf un héros traditionnel. Il est brisé, instable, multiple, et pourtant c'est lui qui fout en l'air l'ordre établi. Pas avec un plan à la Seldon, mais avec une série de décisions chaotiques, absurdes parfois, mais profondément humaines. Ce que ces personnages ont en commun, ils glitchent, ils dysfonctionnent dans le système et c'est ce dysfonctionnement qui ouvre une brèche. La question devient alors, et moi, est-ce que je suis un glitch? Est-ce que je suis capable de dire non à un monde parfaitement huilé? Est-ce que je suis prêt à vivre en marge d'un système qui me promet confort contre obéissance? Est-ce que je suis encore capable de refuser ce qui semble logique au nom de ce qui est vivant? Parce que la logique, on l'a vu, peut être meurtrière. Elle justifie les massacres nécessaires. Elle optimise les prisons. Elle rationalise la surveillance. Elle déshumanise au nom du bien commun. Elle fait taire la dissonance. Mais le vivant, lui, est dissonant par nature. Il bave sur les bords. Il bug. Il fout le bordel. Et si on regardait l'erreur non plus comme un échec, mais comme un acte de résistance, l'imprévisible comme une force créative, l'absurde comme un rempart face à la mécanisation de nos existences. C'est ce que propose Everything Everywhere at All at Once, ce chef-d'œuvre multiversel où une femme banale devient le seul espoir de l'univers, précisément parce qu'elle est celle qui a le plus échoué, celle dont la trajectoire est le plus chaotique, celle qui, à force de ne rien réussir, est capable de tout envisager. Et c'est là que le message devient lumineux. Ce n'est pas en maîtrisant la complexité du monde qu'on devient libre, c'est en acceptant de l'habiter sans toujours la comprendre, en renonçant à la perfection pour embrasser le flou, le paradoxe, l'imprévu, en comprenant que la seule chose que l'IA ne pourra jamais reproduire, c'est le choix de l'absurde, le geste gratuit, le refus qui ne s'explique pas, le oui qui ne sert à rien. Alors oui, peut-être que l'avenir ressemblera à Foundation, peut-être que les IA régiront nos sociétés, peut-être que tout sera prévu, modélisé, géré, mais il restera toujours un mulet, un Elliot, une Evelyne, quelqu'un qui dira non, quelqu'un qui buggera au bon moment, quelqu'un qui rappellera que le vivant ne se laisse pas encoder si facilement. Et si cette personne, c'était toi? Si le dernier luxe humain, ce n'était pas le confort, mais le chaos choisi, le droit de rater, de bifurquer, de changer d'avis, de dire merde à la logique. Si la liberté, la vraie, commençait au moment précis où tu cesses d'être optimisé. Alors voilà, ce n'est pas une conclusion très propre, ni rationnelle, mais c'est peut-être la seule qui mérite d'être vécue. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vivante. Ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas un simple délire de science-fiction, c'est une cartographie possible de nos dérives. Ce n'est pas un jour peut-être, c'est un déjà un peu. Partout, tout le temps, dans nos vies numérisées, nos choix guidés, nos désirs prémâchés, la question n'est plus « et si ça arrivait ?», mais plutôt
Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Parce que la vérité, c'est que le futur n'existe pas encore, il n'est pas écrit, il n'est pas verrouillé dans un plan Seldon ou dans un tableau Excel gouvernemental, enfin j'espère. Il ne sortira pas d'une imprimante 3D connectée à ChatGPT version 98. Le futur, c'est une matière vivante, crisante, contradictoire. Et surtout, il est nôtre, pas à eux, pas aux algorithmes, pas aux analystes, pas aux dieux froids du data. À nous, humains, défaillants, bordéliques, magnifiques. Ce qu'Asimov, Liu Cixin, Nolan, Villeneuve et les autres nous rappellent, ce n'est pas qu'on va mourir asservi, c'est qu'on peut encore choisir, glitcher, dévier, rêver, se barrer du scénario, écrire une autre fin. Une fin qui n'a pas été testée en laboratoire, une fin où l'humain n'est pas le bug mais la clé, où le chaos n'est pas l'échec mais un souffle. Alors non, on n'a pas de plan, pas de recette, pas de certitude, mais on a encore des histoires, on a des mots, des refrains, des cris dans un micro. On a des récits qui ne flattent pas l'ordre, mais la faille. On a des voix qui refusent le silence bien réglé, et peut-être que c'est ça notre dernier luxe, se raconter librement, même au bord du gouffre. Si cet épisode t'a touché, interpellé, fait bugger, ou juste donné envie de jeter ton smartphone par la fenêtre, ou de le reprogrammer pour qu'il dise autre chose que ce que les autres attendent de toi, je t'invite à prolonger l'aventure. Viens découvrir l'univers complet de Cappuccino et Croissant, mais aussi mes romans comme Neomar.exe où l'IA n'a rien de décorative, ma musique qui navigue entre dystopie, vulnérabilité et électro-choc pop, mes textes, mes contes, mes essais, et tout ce qui, un jour ou l'autre, cherchera à réveiller cette étincelle que personne n'a le droit d'éteindre. Car au fond, il n'y a pas de machine plus puissante que celle qu'on construit ensemble. Et tu sais quoi? On n'a même pas besoin qu'elle fonctionne parfaitement. On a juste besoin qu'elle soit vivante. Allez, salut! Cappuccino, white crop, mines, brewed hot, served raw. No sugar, no filter, sip and repeat.